Aujourd'hui, nous allons aborder Second Chance, écrit par Robert Kiyosaki. Second Chance est un livre de Robert Kiyosaki. Cet auteur est mondialement connu pour son best-seller « Père riche, Père pauvre » qui traite des finances personnelles. Dans Second Chance, l'auteur approfondit les leçons de son premier livre et explique qu'une crise financière mondiale est sur le point d'arriver. En tirant les leçons du passé et en vous éduquant financièrement, vous pourrez utiliser votre seconde chance pour prendre le contrôle de votre argent, de votre vie et de notre monde. Sans éducation financière, vous vous appauvrissez chaque jour. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase qui résume la vie dans la rat race. Fais de longues études, trouve un emploi bien payé, travaille dur toute ta vie pour un patron, fais des économies et profite de la retraite. Si cette vie ne vous fait pas rêver et que vous souhaitez profondément quitter la rat race, vous devez comprendre comment fonctionne l'argent. En vous éduquant financièrement, vous comprendrez comment faire travailler l'argent pour vous et ne pas travailler pour l'argent. C'est un enjeu majeur si vous voulez prendre les commandes de votre vie. En effet, chaque jour les pauvres et la classe moyenne s'appauvrissent, alors que de l'autre côté, les plus riches accumulent toujours plus de richesses. Le savoir et l'intelligence financière, c'est là la vraie richesse. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'information. Nous pouvons trouver n'importe quelle information, mais sans éducation financière, ce savoir ne vaut rien. Pour mieux comprendre comment s'est créé l'écart entre les pauvres et les riches, il est intéressant de remonter dans le temps. À l'ère des chasseurs-cueilleurs, tout le monde était sur un pied d'égalité. À l'ère de l'agriculture, il y avait ceux qui possédaient les terres, les riches têtes couronnées, et les pauvres payaient les taxes pour travailler dur sur ces terres, en échange de la protection de leur roi. À l'ère industrielle, la classe moyenne est apparue. Les riches propriétaires d'industries employaient la classe moyenne, les salariés. Certains riches de l'époque ont accumulé bien plus de richesses que les rois. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires et l'on peut aussi bien rencontrer des jeunes de 18 ans millionnaires que des personnes de 60 ans avec de bons diplômes incapables de trouver un emploi. Depuis que la monnaie existe, l'écart entre les pauvres et les riches augmente sans cesse. Qui sont les riches ? Les différents types de personnes riches. L'auteur défend l'idée qu'il existe deux types de personnes riches. Celles qui ont fait de longues études, à crédit, ont trouvé un travail salarié bien payé et ont acheté leur résidence principale à crédit. Ils vivent à crédit. Ceux-là sont esclaves de leurs dettes et peuvent devenir pauvres du jour au lendemain si l'économie mondiale entre en dépression. Ça a d'ailleurs été le cas pendant la crise des subprimes. Les seconds ne travaillent pas pour l'argent. Ils accumulent des actifs et multiplient leurs sources de revenus. Ils s'endettent aussi, mais pour financer leurs actifs. Les riches sont des voleurs. Contrairement à une croyance trop répandue, ce ne sont pas les riches qui volent l'argent aux pauvres. Cette croyance est très présente dans la mentalité française. L'argent, c'est mal. Selon l'auteur, cette mentalité a été implantée dans la pensée collective depuis la Révolution française. Les têtes couronnées ont été guillotinées et une chasse aux sorcières a aussi été ouverte contre de nombreux entrepreneurs qui possédaient et créaient de la richesse. Depuis cette époque, la rancœur ne cesse d'augmenter envers les riches. Mais les personnes les plus aisées que vous connaissez ne sont probablement pas de mauvaises personnes. Elles n'ont pas volé cet argent dans les poches des pauvres. Au contraire, elles ont apporté de la valeur au plus grand nombre. Si vous connaissez des riches avides qui sont de mauvaises personnes, alors ils étaient déjà mauvais avant d'avoir de l'argent. En réalité, les riches ne sont pas des voleurs. Ils n'accumulent pas leur richesse en prenant de force l'argent de votre porte-monnaie. Quel est le point commun entre Jeff Bezos et Elon Musk ? Avec Amazon, le premier remplace les magasins physiques avec un seul site internet. Avec SpaceX, Elon Musk est capable d'envoyer plusieurs satellites en orbite avec un seul lanceur. Leur point commun est identique à toutes les personnes qui s'enrichissent. Ils font plus avec moins. Alors, si ce ne sont pas les riches entrepreneurs qui volent les pauvres, qui est-ce ? Robert Kiyosaki défend l'idée que ceux qui volent littéralement de l'argent dans la poche de la classe moyenne et des pauvres sont le système financier et le système éducatif. Le système financier. Nous approchons d'une crise mondiale. Selon Robert Kiyosaki, la prochaine crise mondiale pourra peut-être rebattre les cartes du jeu. Il est très pessimiste sur l'avenir de l'économie des États-Unis. Ce constat peut se projeter aux autres nations développées. Il dépeint de cette façon l'état actuel des États-Unis. Les jeunes actifs ne trouvent pas de travail alors qu'ils sont déjà pris à la gorge par les prêts effectués pour financer leurs études. Le chômage va continuer à se développer puisque les machines et les logiciels remplacent les salariés. Des millionnaires grâce à la bulle immobilière sont en faillite personnelle depuis que celle-ci a explosé.
76 millions de baby-boomers arrivent à l'âge de la retraite et la grande majorité n'aura pas assez d'argent pour vivre dignement. Les avancées de la médecine font reculer l'espérance de vie, le coût des soins, de la nourriture et du logement ne cesse d'augmenter, la dette du pays ne cesse d'augmenter de façon exponentielle. Dans un scénario de crise, comme le prédit Robert Kiyosaki, la plupart des personnes vont tout perdre, mais celles qui ont une éducation financière vont tirer leur épingle du jeu. En chinois, les deux idéogrammes pour écrire le mot crise sont danger et opportunité. Dans chaque crise, il y a des opportunités. Si vous avez une bonne éducation financière, vous saurez les trouver. Avec cette crise qui approche, nous allons assister au plus grand transfert de richesse dans l'histoire de l'humanité. À vous d'en tirer parti. Pour réussir cela, il faut regarder, comprendre et analyser ce qu'il s'est passé lors des précédentes crises financières. Comme le disait Albert Einstein, la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Malheureusement, lorsqu'il s'agit d'argent, la plupart des hommes sont fous. Les impôts et les taxes. Les impôts et les taxes sont un vol pour Robert Kiyosaki. Il rappelle qu'ils ont été instaurés aux États-Unis dans le but de financer les guerres. Ceux qui ont le pouvoir n'hésitent pas à utiliser les médias pour mettre en avant le danger potentiel qui menace les USA. Les Américains sont patriotes et cela permet de justifier les impôts et les sommes colossales utilisées dans l'industrie de l'armement. Les épargnants sont des perdants. Le système d'épargne et de prêt est assez simple à comprendre. Pour chaque dollar déposé sur un compte d'épargne, la banque a le droit d'en prêter 10 autres. C'est comme si les banques avaient des planches à billets dans leur sous-sol. Si chaque dollar épargné en vaut 10 dans l'économie réelle, alors votre dollar perd automatiquement de la valeur. C'est la loi de l'offre et de la demande. En créant ainsi de l'argent, l'offre est plus importante. Il perd donc de la valeur et crée de l'inflation. L'inflation est la perte de pouvoir d'achat. Elle se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Un épargnant va donc perdre de l'argent sur chaque dollar ou euro épargné et payer beaucoup d'impôts. Un investisseur professionnel va gagner de l'argent sur chaque dollar ou euro investi et bénéficier d'avantages fiscaux sur ses investissements pour payer moins d'impôts. Les géants invisibles. Le plus gros marché mondial est celui des produits dérivés. Il est aujourd'hui estimé à 1,2 million de milliards de dollars. Si vous n'arrivez pas à concevoir un tel montant, c'est tout à fait normal. Prenez une feuille, notez un 1 suivi de 2 et de 17 zéros. En comparaison, c'est 15 000 fois plus que toute la monnaie physique présente sur la Terre et 17 000 fois plus que la somme de toutes les entreprises et entités cotées sur l'ensemble des places boursières mondiales. Un produit dérivé est un instrument financier qui permet, avec une mise minimum, d'acheter ou vendre une marchandise ou un bien à une échéance fixée à l'avance. Prenons l'exemple d'un fabricant de pain industriel qui a besoin de farine en grande quantité. Le prix de la farine augmente et diminue en permanence. Comme il ne peut pas changer sans cesse le tarif de son pain, il va avoir recours aux produits dérivés. Il peut signer un contrat avec un vendeur de farine. Ce contrat lui permet de réserver une quantité de farine à un prix déterminé, mais qu'il paiera à une date ultérieure. Le prix d'achat sera donc celui défini au départ tout au long du contrat. Et cela même si le cours de la farine sur les marchés a augmenté ou diminué. Ces produits dérivés sont appréciés des industriels qui achètent de grosses quantités de matières premières. Mais ils sont aussi beaucoup utilisés par les spéculateurs qui peuvent empocher de grosses sommes avec des petites mises en pariant sur les cours de matières premières, monnaie ou actions d'entreprise. Le but des spéculateurs est de revendre le produit dérivé sans attendre le terme du contrat, lorsque son cours est supérieur au prix d'achat. Mais ils peuvent aussi se tromper et perdre beaucoup d'argent si le cours chute. Les pertes sont telles que les spéculateurs n'ont pas la capacité d'encaisser de telles pertes. C'est ce qui s'est passé lorsque le trader Jérôme Kerviel a fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale. C'est l'État qui a renfloué la banque, avec l'argent du contribuable. Les produits dérivés sont à l'origine des plus grands scandales financiers de ces dernières années. Warren Buffett parle même des produits dérivés comme d'une arme de destruction massive. Une autre arme financière qui enrichit les ultra-riches et appauvrit les autres sont les capitaux flottants. Les capitaux flottants sont des capitaux monétaires qui sont placés à court terme sur des marchés par des fonds d'investissement ou des banques, par exemple. Il s'agit de sommes colossales qui peuvent changer rapidement de marché et de pays pour profiter des meilleures rentabilités. Ces capitaux peuvent créer une forte instabilité sur les marchés. L'afflux de ces capitaux dans une économie peut créer des bulles de croissance qui finissent par exploser et laisser un État et son peuple en crise financière. Pour résumer, le système économique est fait de telle manière qu'il appauvrit les classes moyennes et les pauvres en les rendant esclaves.
Ils doivent payer de plus en plus et leur monnaie a de moins en moins de valeur. Les bénéficiaires de cette situation sont les ultra-riches, ceux qui ont le pouvoir en contrôlant le système monétaire. Comme l'a dit un banquier nommé Amschel Rothschild, « Permettez-moi d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation et je ne me soucierai pas de savoir qui écrit les lois. » Selon Robert Kiyosaki, le krach financier de 2007 n'est qu'un avant-goût d'un krach bien plus important qui devrait arriver rapidement. Ceux qui sauront trouver les opportunités s'en sortiront, ils prendront leur seconde chance. Le système éducatif. Créer de bons salariés. Le système éducatif est indirectement un voleur de richesse selon Robert Kiyosaki. Les Américains sont à l'origine des personnes qui ont traversé les océans pour trouver la liberté, des opportunités et une meilleure vie sur des terres nouvelles. Le meilleur moyen de contrôler les masses et de garder le pouvoir a été de maîtriser l'éducation du peuple américain. À l'école, on apprend à devenir un bon salarié, à être façonné pour travailler dans l'industrie et pas pour devenir riche. Le salaire est l'esclavage moderne. Cela donne le pouvoir à un patron de contrôler le corps et l'esprit de son salarié. De plus, ce sont les salariés et les indépendants qui payent le plus d'impôts. En définitive, ceux qui vont à l'école et font les plus longues études payent le plus de taxes. Ce système n'est pas fait pour tout le monde. L'éducation scolaire est un bon modèle pour les personnes qui aiment lire, écrire et maîtrisent bien les chiffres. Vous avez sans doute remarqué que vos camarades qui avaient les meilleures moyennes à l'école ne sont pas ceux qui réussissent le mieux financièrement parlant dans la vie active. Le système scolaire est très bon pour certains types d'intelligence, mais il existe plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique, c'est la capacité de logique, d'analyse et d'observation. C'est elle qui est mise en avant dans l'éducation traditionnelle. L'intelligence verbo-linguistique, c'est l'aptitude à utiliser le langage pour comprendre et expliquer des idées complexes. L'intelligence corporelle kinesthésique, c'est la capacité à utiliser son corps dans un contexte théâtral ou sportif. L'intelligence spatiale permet de visualiser une représentation spatiale du monde dans son esprit. L'intelligence musicale rythmique est la capacité à être sensible aux structures rythmiques et musicales. L'intelligence intrapersonnelle permet de bien se connaître soi-même, d'être très à l'écoute de ses émotions. L'intelligence interpersonnelle est la capacité d'entrer en contact avec les autres. Et l'intelligence naturaliste permet à l'individu de reconnaître et d'utiliser ses connaissances sur l'environnement naturel, sur les animaux, les végétaux ou les minéraux. On ne peut pas juger d'un poisson qui tente de grimper à un arbre, et c'est pourtant ce que l'école fait en minimisant l'importance de ces différentes intelligences. Ne pas copier. On est considéré comme stupide ou tricheur lorsque l'on demande de l'aide ou que l'on copie. En réalité, c'est une bonne chose de s'inspirer de ceux qui réussissent et de demander de l'aide à ceux qui savent. Vous devez vous entourer d'une équipe, l'utiliser comme effet de levier pour atteindre vos objectifs. Ça peut être un banquier, un courtier, un agent immobilier, un comptable, des salariés, un mentor. Vous devez travailler et vous entourer de personnes meilleures que vous. Ne pas faire d'erreurs. Dans le système scolaire, on nous apprend qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Alors qu'il y a toujours deux faces sur une pièce, un problème a toujours plusieurs solutions. On nous apprend aussi que c'est mal d'échouer, alors que dans une vie d'entrepreneur ou d'investisseur, nous avons des secondes chances. Il faut passer à l'action, faire des erreurs, les comprendre, les corriger et recommencer jusqu'à réussir. Être spécialisé. L'école nous inculque à nous spécialiser au maximum dans un domaine. Elle forme des spécialistes. C'est une bonne chose pour être salarié ou travailleur indépendant, mais pour être chef d'entreprise ou investisseur, il faut être un généraliste. Il faut connaître un peu de choses dans beaucoup de domaines et s'entourer de spécialistes. En faisant de longues études, nous apprenons à trouver un emploi, à travailler dur pour gagner un salaire, économiser de l'argent, éviter de nous endetter et attendre la retraite pour profiter de la liberté. Heureusement, ce n'est pas parce que vous avez été en situation d'échec que vous n'êtes pas capable de réussir dans le monde de la liberté financière. C'est même l'inverse. Ceux qui n'ont pas fait de longues études ne sont pas entrés dans le moule et peuvent plus facilement mettre les choses en place pour devenir riches. On a beaucoup parlé de ce qui empêche le commun des mortels de devenir riche. Mais une grande question se pose maintenant que nous sommes conscients de cela. Comment faire pour devenir riche ? Comment devenir riche ? Avant toute chose, il convient de définir ce qu'est la richesse. Personne n'a les mêmes ambitions et les mêmes rêves. La définition de la richesse ne peut donc pas être la même pour tout le monde. Pour Robert Kiyosaki,
Être riche est synonyme de liberté financière. Vous serez libre financièrement lorsque vous n'aurez plus à travailler un jour de votre vie pour subvenir à tous vos besoins et vos envies. Pour expliquer cela, il utilise un schéma très simple dans lequel apparaissent les revenus d'une personne, ses dépenses, ses actifs et ses passifs. Un actif est un système ou un investissement qui vous rapporte de l'argent dans la case revenus. Un passif est quelque chose qui vous coûte de l'argent dans la case dépenses. La différence positive entre le montant de votre actif et celui de votre passif s'appelle le cash flow. Pour être libre financièrement, il faut que votre cash flow, et donc votre revenu, soit supérieur à vos dépenses. Les riches travaillent pour se créer des actifs et vivent de leur cash flow. Ils ne travaillent pas pour un salaire. Il faut donc travailler dur pour acquérir des actifs, pas pour gagner de l'argent. C'est pour cela que Robert Kiyosaki répète que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Comparaison entre pauvres, classe moyenne et riches. Les pauvres se focalisent sur les économies qu'ils font. Ils veulent dépenser moins. La classe moyenne se concentre sur les passifs. Ils veulent un bon style de vie, une grande maison et une belle voiture, même s'ils achètent tout à crédit. Les riches se concentrent sur les actifs qui leur permettent de financer leurs passifs. Les différents types de richesses. Selon Robert Kiyosaki, il existe 3 types de richesses. La richesse tertiaire n'est pas palpable et est arrivée à l'ère de l'information. Il s'agit de la bourse, des obligations, de crypto-monnaies. C'est la première richesse qui va s'effondrer en temps de crise. La richesse secondaire, c'est la richesse de la production née avec l'ère industrielle. La richesse primaire, c'est la richesse des ressources créées par la terre, comme l'or, l'argent, le pétrole ou le gaz. Pour Kiyosaki, la richesse tertiaire n'est pas aussi puissante que les 2 autres. En effet, si un actionnaire détient une partie d'une entreprise par le biais d'actions, ce n'est qu'un bout de papier. Si l'entreprise fait faillite, alors l'État se servira, puis l'argent sera distribué aux employés, aux créditeurs, aux fournisseurs et, pour finir, s'il reste quelque chose, aux actionnaires. Dans un contexte de crise approchante, comme le prédit Robert Kiyosaki, il vaut mieux se tourner vers les richesses secondaires et primaires. Il vaut mieux avoir une entreprise qui produit quelque chose, c'est une richesse secondaire, et vendre des actions à des investisseurs. Dans la même logique, si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, alors il est préférable d'investir dans la production de crypto plutôt que de spéculer sur leur cours. Concernant les richesses primaires, elles resteront un très bon placement tant que les gouvernements et les banques continueront à créer de la monnaie. Elle peut être créée en une microseconde, alors que les ressources ou matières premières sont des denrées finies. La Terre met des millions d'années à en créer et l'homme doit dépenser des millions d'euros pour trouver un filon et créer une mine d'extraction de matières premières. L'or, par exemple, est une valeur refuge dont le prix augmente en période de crise. L'argent, lui, est utilisé dans l'industrie, dans l'électronique, la médecine, la purification de l'eau, etc. Leur valeur ne cessera d'augmenter, et encore plus en temps de crise, à l'inverse de la richesse tertiaire. Pour investir dans ces domaines, il est préférable d'aimer le faire. Les investisseurs immobiliers qui réussissent aiment visiter des biens, faire des offres, trouver des financements et faire des travaux. De la même façon, si vous souhaitez investir en bourse, il faudra vous former, apprendre et travailler tous les jours. Le cadran du cash flow. Selon Robert Kiyosaki, il existe 4 modèles pour gagner sa vie. Il l'explique grâce au cadran du cash flow. E comme employé. Vous avez un emploi, vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous êtes spécialisé et n'avez qu'une source de revenus. Vous avez un minimum de risque, mais vous ne pouvez pas être libre financièrement. S, vous travaillez en indépendant. Vous vous êtes créé votre propre emploi. Vous continuez à échanger votre temps contre de l'argent, mais vous êtes libre de vos choix. Les employés et indépendants représentent 95% de la population, mais seulement 5% des richesses. Ils sont les plus taxés. B, vous possédez un système, des gens travaillent pour votre compte, vous utilisez les salariés comme un effet de levier. I comme investisseur, vous faites travailler votre argent pour vous. Vous possédez des actifs et gagnez votre vie grâce à du cash flow. Vous aurez compris que pour devenir riche, il faut se trouver dans la partie B ou la partie I. Devenir riche est tout d'abord une transformation intérieure. Cette transformation commence par les mots que l'on utilise. Il faut arrêter d'employer les termes « je ne peux pas »,« c'est trop cher »,« salaire »,« économie » et utiliser les termes « je peux »,« comment faire pour me l'acheter »,« actif »,« cash flow »,« investissement ».
Une partie de la crise économique est due aux personnes qui veulent paraître riches mais ne le sont pas. Ils achètent de grosses voitures et de grosses maisons à crédit. Ils survivent grâce à leurs prêts. Si l'économie s'effondre, ils le seront les plus fortement impactés. La vraie richesse n'est pas l'apparence, mais bien l'éducation financière. Malheureusement, elle n'est pas apprise à l'école comme on l'a vu précédemment. Si une personne a la bonne mentalité et la bonne éducation financière, elle peut faire des erreurs, avoir des échecs, tomber. Alors, elle se relèvera encore plus forte. Robert Kiyosaki nous donne l'exemple de ses voisins dans un quartier huppé après la crise des subprimes. 3 d'entre eux se sont malheureusement suicidés. Ils avaient les attributs visibles de la richesse, mais n'avaient pas la mentalité et les connaissances d'une personne riche. Ceux qui avaient le bon mindset ont aussi beaucoup perdu, mais ils ont réussi à se relever et sont maintenant encore plus riches. Ils ont su saisir les opportunités de la crise. Inspirez-vous de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki est devenu riche grâce à l'éducation financière que lui a transmise son père riche. Il a tout d'abord été un entrepreneur à succès dans l'industrie, mais ses business n'étaient pas alignés avec ses convictions profondes. Il faisait de l'argent sans apporter un changement positif au monde. Il parle alors de la seconde chance. Comment il a réussi à devenir riche mentalement en plus de développer sa richesse financière en étant aligné avec ses convictions. Pour ce faire, il a suivi les conseils de l'un de ses mentors, R. Buckminster Fuller. Pour Fuller, un principe fondamental pour la survie de l'être humain sur Terre est d'être généreux et non cupide. C'est en suivant ces conseils que Robert Kiyosaki a créé The Rich Dad Company, une entreprise qui enseigne l'éducation financière à travers le monde. Il faut trouver le domaine dans lequel nous sommes des génies et aider les autres dans ce domaine. Être un génie, c'est inspirer les autres. Lorsque l'on trouve ce pourquoi on est bon et ce que l'on aime faire, on peut alors inspirer les autres. Nous sommes tous des génies, mais l'éducation reçue à l'école et de nos parents nous empêche de nous en rendre compte en nous bridant. Une façon de découvrir dans quel domaine nous sommes un génie est de changer d'environnement et de vivre de nouvelles expériences. Ce n'est pas en faisant des allers-retours entre le travail et la maison que vous allez le découvrir. Que pouvez-vous faire une fois que vous avez trouvé votre don qui vous permet d'inspirer les autres ? La vraie question à se poser est quel problème puis-je résoudre avec ce don ? Pour rappel, un des principes fondamentaux de Fuller est qu'il faut être généreux et aider les autres. C'est exactement ce que Robert Kiyosaki a fait. Il éduque financièrement et inspire des millions de personnes. C'est un génie dans son domaine. Comment développer son éducation financière ? Pour prendre en main votre éducation, vous pouvez vous former en lisant ou en écoutant des résumés de livres business. C'est la base de votre changement. Mais cela reste un apprentissage passif. Pour passer au niveau supérieur, il faut participer à des séminaires, rencontrer ses mentors, mais par-dessus tout, passer à l'action. C'est en faisant que nous apprenons le mieux. Vous pouvez le constater en analysant le cône de l'apprentissage d'Edgar Dahl. Une fois que vous avez suffisamment de connaissances pour passer à l'action, il faut se lancer. C'est ainsi que l'apprentissage est le plus puissant. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous pouvez par exemple suivre les formations de Cédric Anissette sur le sujet et participer au séminaire ImmoLive ou QLRR Live. Vous aurez alors acquis plus de connaissances sur l'investissement immobilier que 99% de la population. Il faut ensuite se lancer. Allez voir la banque pour connaître votre capacité d'emprunt, regarder les annonces, apprendre à connaître le marché. Visitez encore et encore des biens pour gagner en confiance. Et viendra le jour où vous ferez votre offre et chercherez un financement. Il y a de bonnes affaires partout, mais si vous n'apprenez pas à les repérer, vous n'en trouverez jamais. Ce passage à l'action et cet apprentissage ne seront pas linéaires. Vous rencontrerez des échecs. On nous apprend à l'école que les échecs sont des mauvaises choses. En réalité, c'est une bonne chose pour l'éducation financière. Pourquoi les entrepreneurs échouent-ils ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent devenir entrepreneurs. Malheureusement, peu réussissent car ils n'ont pas l'éducation financière nécessaire. Ils entreprennent en utilisant l'apprentissage scolaire qu'ils ont eu. Ce sont des spécialistes alors qu'un bon entrepreneur doit être un généraliste. Les entrepreneurs qui se lancent se focalisent trop sur le produit en lui-même alors que ce n'est pas la principale source de réussite d'une entreprise. Les personnes des catégories propriétaires d'entreprises et investisseurs du cadran du cash flow se focalisent sur un système et non un produit. Voici un schéma reprenant les 8 composants essentiels d'un actif, investissement ou système et leurs relations les uns avec les autres.
Un propriétaire de business et un investisseur doivent être capables de voir et comprendre l'ensemble des composants du système ou de l'actif. Il peut embaucher des spécialistes dans chaque domaine et rassembler son équipe autour d'une mission commune grâce à son leadership. Utiliser des effets de levier. Robert Kiyosaki parle souvent des effets de levier pour faire plus avec moins et s'enrichir. Comme évoqué précédemment, les riches font plus avec moins. Pour ce faire, ils utilisent différents effets de levier. Voici les plus communs. La dette. Il faut bien distinguer les bonnes dettes des mauvaises. Une bonne dette finance un actif qui nous dégage du cash flow. Une mauvaise dette finance un passif. Il faut multiplier les crédits pour financer vos actifs avec l'argent des autres. La licence d'exploitation ou un brevet. C'est un contrat qui permet à une société de fabriquer et de vendre un ou plusieurs de ses produits sur un marché précis. Robert Kiyosaki a, par exemple, une 50aine de partenaires qui ont la licence de ses livres. Il s'occupe de publier ses livres. En échange, il reverse des royalties à l'auteur pour chaque vente. Les médias sociaux. Ils permettent de toucher un maximum de personnes avec un minimum d'efforts. Une marque. C'est un puissant moyen de communication. Une marque forte n'a pas besoin de mots pour se faire reconnaître. Elle permet d'ancrer la confiance et la différenciation dans l'inconscient populaire. Les hommes, les employés et les collaborateurs sont un effet de levier car on peut utiliser leur temps et leurs efforts pour faire croître nos actifs. Faire plus avec moins et plus pour moins. Délivrer un produit ou un service de meilleure qualité en moins de temps ou pour moins d'argent est un levier formidable de richesse. L'éducation scolaire versus l'éducation financière. Après avoir abordé l'éducation scolaire et l'éducation financière, voici un tableau qui résume les différences entre ces deux modèles. Votre seconde chance. L'avenir de l'économie mondiale est incertain. Des géants invisibles contrôlent le jeu de l'argent. Ils appauvrissent la classe moyenne et les pauvres. Dans ce contexte, vous pouvez saisir des opportunités. Ne comptez pas sur les gouvernements qui jouent le jeu des ultra-riches et des banques. Vous connaissez maintenant les bases de l'éducation financière et vous devez vous créer des actifs pour vous enrichir et ne plus échanger votre temps contre de l'argent. Vous pouvez commencer votre transformation intérieure dès maintenant en changeant votre vocabulaire. Vous pouvez le faire, vous en êtes capable. Apprenez sans cesse sur les piliers qui vous intéressent le plus et passez à l'action. Ne tenez pas compte de ce que l'on a pu vous apprendre à l'école. De nouvelles perspectives s'offrent à vous grâce à votre éducation financière. Vous vous enrichirez en créant un business et en étant un investisseur grâce aux effets de levier. Ne faites pas partie des avides, mais de ceux qui apportent de la valeur aux autres. Vous pouvez vous enrichir et vivre la vie de vos rêves en rendant ce monde meilleur. Plan d'action. Trouvez la voie de sa seconde chance. Notez dans quel domaine vous êtes bon. Notez quels problèmes vous pouvez résoudre avec ces dons. Notez comment vous pouvez inspirer des personnes avec ces dons. Notez comment toucher un maximum de personnes. Notez quelle action que vous vous engagez à prendre rapidement pour aider d'autres personnes. État de vos finances personnelles. Notez les revenus que vous touchez mensuellement, salaire, rente immobilière, dividendes, etc. Puis notez vos dépenses. Listez vos actifs et vos passifs. Mon plan financier dans 5 ans. Combien voulez-vous? Combien et pourquoi? Que voulez-vous? Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé